Bonjour à tous, bienvenue à nouveau au Jeudi de TI. Alors, on va parler aujourd'hui d'un problème qui préoccupe beaucoup de producteurs, la gestion des ravageurs. Comment est-ce qu'il est possible d'avoir une gestion plus agroécologique des ravageurs, notamment face à leur résistance de plus en plus forte aux produits phytosanitaires? C'est un projet sur lequel travaille Terrinovia avec R2D2 qui met justement au point sur le terrain et avec un collectif d'agriculteurs des pratiques pour améliorer les systèmes de culture avec du colza en réduisant des insecticides. Quels résultats ils ont obtenus? Quels leviers sont possibles? Avec nous pour en parler, on accueille aujourd'hui Nicolas Cerruti, chargé d'études en biodiversité fonctionnelle de Terrinovia. Alors, avant de lui laisser la parole, quelques petites infos pratiques. Ce webinaire est enregistré. Vous pouvez donc le retrouver si vous êtes arrivé un peu en retard, sur notre chaîne YouTube en replay. Pendant la présentation, je vous remercie de fermer vos micros et vos caméras et vous pourrez poser vos questions sur le chat en live. Nicolas sera ravi d'y répondre. Eh bien, Nicolas, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, je vais partager le diaporama. Euh, Est-ce que Stéphanie, c'est bon? Tout à fait. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Cerruti, chargé d'études chez Terrinovia sur la biodiversité fonctionnelle. Et aujourd'hui, on va parler du projet R2D2, qui est un projet territorial pour réduire les dégâts de ravageurs tout en réduisant les applications d'insecticides. Donc, c'est un diaporama qui a été préparé à partir du travail de Noémie Cadebu, qui a lors de son stage de fin d'études, a travaillé pour essayer d'évaluer le projet après 2 années de démarrage et de voir un peu ce qui avait changé sur les territoires du projet, que ce soit au niveau des pratiques agricoles et aussi au niveau d'éléments plus subtils, notamment sur la stratégie de gestion des ravageurs mise en place par les producteurs. Donc je vais aborder dans cette présentation quelques éléments un peu clés, quelques résultats qu'elle a obtenus pendant son stage. Donc, pour commencer, R2D2, c'est un projet territorial. Donc, avant tout, c'est un territoire de 1330 hectares de grandes cultures situé sur les plateaux de Bourgogne. Un territoire qui est marqué par des populations d'insectes ravageurs du colza, résistants aux insecticides pyréthrinoïques, donc des producteurs qui ont des grosses difficultés pour endiguer ces populations, avec des produits qui étaient de moins en moins efficaces. En démarrage de projet, on s'est aperçu qu'on avait également des régulations biologiques sur ces coléoptères qui étaient très faibles et donc des dégâts engendrés aux cultures qui étaient assez importants, remettant en cause la pérennité des exploitations agricoles du secteur. Donc on est en zone intermédiaire avec des sols à faible potentiel et un contexte pédoclimatique un peu aggravant, puisqu'on a des sécheresses récurrentes à l'automne et donc des difficultés d'implantation du colza qui mettent à mal un peu cette implantation-là et donc qui amènent les producteurs à réfléchir à des solutions un petit peu alternatives pour gérer ces populations. Et donc on est sur un territoire où on a 10 exploitants agricoles qui ont l'habitude déjà, quand on est arrivé en 2019, fin 2019 sur le territoire, qui avaient l'habitude de travailler ensemble, qui étaient soucieux de l'empreinte environnementale de leur activité et qui étaient déjà en recherche, en exploration pour essayer de nouvelles choses, expérimenter de nouveaux leviers et qui avaient un besoin aussi, un besoin assez fort d'être animés, d'être accompagnés pour tester ces nouveaux leviers et pour être accompagnés notamment dans leur mise en œuvre, dans le test et dans l'amélioration un peu continue de leurs pratiques. Donc c'était un collectif qui était prêt à amorcer une transition en fait plus en profondeur de leur système et pas simplement à changer quelques petits éléments par-ci par-là. Donc on avait un contexte qui était relativement favorable pour la mise au point d'un projet territorial qui a démarré vraiment au tout début de l'année 2020. Donc l'objectif de ces agriculteurs, donc on les a aidés déjà à définir cet objectif à long terme. On appelle ça la cible de conception et en fait cette cible, c'est d'améliorer un peu les performances de leur système de culture dépend du colza. Ils ont en effet le souhait de maintenir du colza dans l'assolement, ce qui a été fortement rendu difficile suite pour les raisons que j'ai évoquées précédemment.
tout en réduisant l'usage des insecticides sur le colza, donc malgré ce contexte de population et d'insectes résistants. Et ils ont souhaité, donc cette cible à long terme, garder 1/6 des surfaces en fait en colza, des surfaces totales en colza sur le secteur. Et puis, ils se sont fixés aussi comme objectif de réduire les IFT, donc viser long terme 0 IFT insecticide et 1 IFT herbicide. Donc vous l'avez compris, c'est un projet qui est centré sur ce collectif d'agriculteurs et donc Terra Innovia met en place des suivis scientifiques sur le territoire pour collecter un certain nombre de variables, notamment des pressions ravageurs, des quantités d'auxiliaires, enfin des services de régulation également. Et puis, on effectue auprès du groupe d'agriculteurs, un accompagnement collectif et également un accompagnement plus individuel en fonction des demandes et des besoins, exprimés par chacun. Donc on a aussi un réseau qu'on appelle satellite, qui est un réseau d'agriculteurs qui est situé en dehors du territoire, là, de 1 300 hectares dont j'ai parlé, et qui sont des agriculteurs qui, participent à toutes les animations qu'on propose et qui, essayent sur leur ferme de mettre en place un certain nombre de leviers à leur échelle. Donc les axes de travail qu'on a avec les agriculteurs sur ce collectif, ils sont au nombre de 3. Premièrement, favoriser la robustesse des cultures, donc c'est la mise en place d'un certain nombre de leviers agronomiques pour faire en sorte que, les attaques d'insectes soient moins préjudiciables aux cultures. Et ensuite, donc ça, c'est plutôt des leviers à la parcelle. Ensuite, on a des leviers, qui sont plus à l'échelle paysagère et qui, consistent en fait à faire en sorte que l'environnement soit plus favorable aux régulations biologiques, donc aux ennemis naturels des ravageurs et aux régulations biologiques. Donc ça passe par exemple par, un travail sur les habitats, sur toutes les zones non cultivées, essayer de faire en sorte qu'on ait, des ressources fleuries pour apporter du nectar et du pollen aux insectes auxiliaires. Et puis, ça passe également par, l'adaptation des pratiques, agricoles pour qu'elles soient plus respectueuses vis-à-vis de ces auxiliaires. Et puis on a aussi, à l'échelle paysagère, des réflexions pour créer un environnement qui soit défavorable aux ravageurs. Donc vous en avez peut-être entendu parler, c'est des techniques, qu'on dit push and pull, des techniques qu'on essaye de déployer avec les agriculteurs sur le territoire à grande échelle. Et là, ce qu'on a mis en place depuis 2 ans, je vais le détailler par la suite, c'est, la mise en place d'interculture piège à altise. Heu, donc on va l'aborder, vous verrez un peu le détail de cette mesure. Donc je voulais, profiter du travail de Noémie là pour, faire un petit focus sur quelques résultats intéressants et quelques résultats encourageants. On avait beaucoup fait de webinaires pour expliquer un peu les tenants aboutissants du projet, mais peu, finalement sur les résultats obtenus. Et on a eu quelques premiers succès sur la culture du colza. Donc je vous l'ai dit, Noémie, elle a regardé, comment les pratiques ont changé entre 2019 et 2021. Et en fait, elle a remarqué qu'on avait, un fort investissement des agriculteurs dans tout ce qui était pratique de robustesse, donc, levier agronomique. Là, vous avez dans le tableau à gauche, mentionné entre 2019 et 2021, la part des surfaces concernées par certains leviers agronomiques. Donc là, on parle par exemple de fertilisation au semis sur le colza. On a une montée un peu en puissance. Alors on était déjà assez élevé, hein, sur cette action-là, mais on voit c'est une mesure qui a pris encore de l'ampleur pour atteindre 100 des surfaces concernées en 2021. On a aussi, beaucoup plus de semis d'opportunités, donc, assez tôt, début voire mi-août, des semis d'opportunités par rapport aux précipitations, voilà, une meilleure, adaptation des semis pour faire en sorte d'avoir un colza plus poussant quand on a des arrivées d'altise et de charançon. Et puis on a aussi un développement, enfin une massification, si on peut dire, de tout ce qui est association colza, avec, légumineuses, gélives, donc fèveroles notamment, pour atteindre 65 des surfaces, avec ce levier-là en 2021. Donc on voit qu'on a eu une appropriation de ces leviers-là par les agriculteurs sur cette culture. Et donc Noémie, elle a regardé toute une batterie d'indicateurs, hein, elle a développé une méthodologie spécifique pour regarder ce qui s'est passé à l'échelle du territoire. Je ne peux pas vous transmettre tous les résultats dans ce webinaire, parce qu'on a, voilà, on a un temps assez réduit, c'est un format assez court, mais en gros, on a, une réduction de l'IFT assez significative entre 2019, avant l'arrivée du projet, et puis 2021. Donc on n'est pas encore au bout du projet, hein, parce que c'est un projet qui dure jusqu'en 2024. Donc ça, c'est un point positif.
Et on a également, Noémie a mis en évidence aussi des changements dans les stratégies de gestion des ravageurs. Et elle a mis en évidence qu'il y avait plus de raisonnement au niveau des traitements insecticides sur le colza. Donc, vous avez un petit schéma qui le montre. En fait, dans le schéma, là, il s'agit non pas de pratique, mais plutôt de s'intéresser au schéma décisionnel de l'agriculteur. Un traitement dans ce schéma-là décisionnel, un traitement qui est dit optionnel, c'est un traitement qui est soumis à règles de décision, qui n'est pas systématiquement réalisé, qui est réalisé uniquement si on a un nombre de ravageurs ou un seuil de nuisibilité, par exemple, qui est atteint. Et puis, on a des traitements plus systématiques, eux, qui sont des traitements d'assurance qui vont être réalisés quoi qu'il advienne. Donc, c'est un peu ce qui est représenté par les deux couleurs sur le graphique. Et on voit qu'en colza, on a vraiment des 100% des traitements, en tout cas en 2021, qui sont plus raisonnés, qui sont optionnels dans le schéma des agriculteurs. Donc ça, pour nous, c'est aussi intéressant de voir que le projet, qui par ailleurs est devenu, donc d'après le travail de Noémie, le travail d'enquête, puisque c'est des enquêtes qu'elle a réalisées auprès des producteurs, le projet R2D2 est devenu la première source d'information des agriculteurs du projet. Et on voit que du coup, ça a amené à plus de raisonnement dans ces, dans ces applications d'insecticides sur les ravageurs du colza, et en même temps que de réels changements de pratique, notamment pour ce qui est robustesse. Donc, ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'on a un changement d'échelle. C'était un des paris du projet, hein, puisque l'objectif d'avoir 10 agriculteurs sur un territoire contigu, c'est de pouvoir mener des actions à l'échelle territoriale. C'est ce qu'on a fait avec les agriculteurs et c'est ce qui a été réussi. On a deux types d'actions qui ont été conduites et qui démontrent voilà, cette capacité qu'ils ont eue de changer d'échelle. D'une part, c'est la mise en place des intercultures pièges à altitude dont j'ai parlé au début. C'est une technique qui a été travaillée avec les agriculteurs et déployée sur 250 à 300 hectares là, depuis 2 ans. Le principe, c'est d'avoir à proximité des parcelles de colza, dans les intercultures, des crucifères qui vont être attractives et qui vont permettre non seulement de diluer les attaques, c'est-à-dire que vous allez avoir moins d'individus d'altise sur les champs de colza, puisqu'il y en a une partie qui vont sur les intercultures. Donc ça va les concentrer, ça va diminuer la pression sur les parcelles de colza, donc protéger les colzas. Et puis, l'idée, c'est en détruisant en fait le couvert à la fin au cœur de l'hiver, on va détruire une partie des populations d'altise. Donc ça, c'est des éléments qui ont été démontrés pendant les 2 années là qu'on a en test. Donc ça nécessite encore, je pense, quelques temps pour confirmer les résultats, mais les intercultures pièges jouent leur rôle. Et c'est une technique, d'après les résultats qu'on a, qui est assez prometteuse. Je vous donne rendez-vous pendant les réunions techniques de Terranovia. Donc en fin d'année, au mois de décembre, on va avoir des résultats plus précis à vous présenter sur ces éléments-là. Là, cet après-midi, je n'ai pas vraiment le temps, mais c'était pour vous montrer un peu une vue d'ensemble. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 21% des surfaces du territoire qui sont concernées par ces intercultures, avec donc une pratique qui concerne 6 agriculteurs et qui a été qui a été appropriée par le collectif. Et puis, changement d'échelle, vous avez aussi la notion d'infrastructure agroécologique, c'est-à-dire la volonté de déployer, d'entretenir un réseau d'infrastructures pérennes pour avoir des fleurs, pour avoir des ressources fleuries et des habitats non perturbés, pour protéger les auxiliaires et pour faire en sorte que ceux-ci puissent après diffuser dans les parcelles et effectuer le service de régulation des ravageurs. Donc là, on ne s'intéresse pas uniquement aux ravageurs du colza, mais aussi on essaye de viser les cirques, les chrysopes, etc., un ensemble d'auxiliaires qui vont apporter un plus de résilience au système par rapport aux ravageurs de culture. Donc là, je fais un petit focus aussi sur, alors sans rentrer non plus dans les détails parce que je vous le disais, Noémie a calculé pas mal d'indicateurs, notamment sur les performances, je ne vous les montre pas tous. L'idée, c'est de comparer en fait la cible du projet que j'ai présenté au début avec les résultats qu'on a en 2021, en sachant qu'on n'est encore pas à la fin du projet, hein, mais qu'on a déjà des surfaces de colza qui sont assez conséquentes hein, par rapport à l'objectif, même s'il n'est pas atteint, donc avec un niveau de satisfaction plutôt favorable.
un rendement qui est pas encore à ce qui était, visé, mais qui s'en approche, donc plutôt positif également. Là où on a encore du travail à réaliser et c'est un petit peu, voilà, la difficulté, c'est qu'on ne cherche pas à dégrader très rapidement, les performances des systèmes, mais du coup d'arrêter, les traitements, progressivement, en tout cas de traiter qu'en dernier recours au niveau insecticide. Donc on n'est pas encore à zéro, hein. Donc là, on est à 1,2 en 2021 et on a aussi, par rapport à l'objectif de DFT herbicide, on est encore au-dessus. Donc on a une marge de progrès importante à faire par rapport à ça. Néanmoins, ce qu'on peut souligner, c'est qu'on a des performances au niveau des exploitations du territoire qui sont plutôt bonnes. Noémie a réalisé un travail de comparaison par rapport à la ferme de référence des plateaux de Bourgogne, qui a été développé notamment par Aravalis dans le cadre d'un projet qui s'appelle Aircube. Et on a des performances qui sont relativement supérieures en fait, à cette ferme moyenne de référence sur les plateaux de Bourgogne, qui était une ferme voilà, avec des rotations plutôt type colza-bléorge, donc moins diversifiées, ceci dit, que les fermes qu'on a sur le territoire du projet. Donc les efforts qu'on a à faire également au niveau des traitements, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a encore des traitements d'assurance, notamment contre les pucerons, parce que ça représente quand même un risque assez important difficile à évaluer, difficile de jauger en fait le risque à ne pas traiter, et donc des agriculteurs qui, par sécurité, continuent de réaliser des traitements d'assurance. Et donc, c'est des situations où on n'a pas forcément énormément de leviers encore à disposition, notamment en agronomie, pour limiter ce risque-là. Et du coup, ben voilà, il y a du travail à faire pour essayer de réduire ces traitements systématiques, essayer de mieux évaluer le risque, essayer de mieux accompagner les agriculteurs par rapport à ce risque-là. Donc, dans les voies de progrès également identifiées, je vous ai mis un petit graphique sur les niveaux de régulation biologique, en fait, les taux de parasitisme qu'on a sur l'altite d'hiver, les bruches, le charançon du bourgeon terminal et les médigettes. Donc je ne rentre pas dans le détail de ces chiffres, juste pour vous montrer qu'on est encore à des niveaux assez faibles et que par rapport à, on va dire, au taux de parasitisme maximum qu'on peut trouver soit dans les essais conduits par Terrinovia depuis quelques années, soit dans la littérature scientifique, on est encore loin du compte. Et c'est pour nous une marge de progrès aussi importante, même s'il faut comprendre que ça reste un des éléments du puzzle, un levier qu'on actionne. J'ai parlé tout à l'heure des intercultures pièges. On pense que sur les intercultures pièges, il y a un potentiel, on va dire, de limitation des dégâts qui est encore supérieur, parce que là, on a vraiment la possibilité de travailler sur les niveaux de population des insectes. Donc, ce qu'on est en train de faire pour avancer sur ces thématiques-là, c'est mettre en place en 2022 une zone zéro insecticide au cœur du territoire, pour faciliter la prise de risque des agriculteurs. Ça a aussi un rôle de démonstration, c'est-à-dire, voilà, c'est un peu une vitrine où on va implanter toutes les cultures, arrêter les traitements sur une superficie de 15 hectares pour voir un peu ce qui se passe. Et l'idée, c'est d'étendre en fait cette zone, si ça se passe bien, un peu à l'extérieur. Et c'est une zone d'étude privilégiée aussi des processus de régulation, puisque voilà, on n'a pas de traitements qui seront réalisés. Et c'est une plateforme sur laquelle aussi on met en place un certain nombre de leviers, que j'ai cités tout à l'heure, notamment au niveau des fleurs. On va, créer des zones tampons à l'extérieur où on va avoir, potentiellement plus de services de régulation favorisés par ces méthodes. Donc une des voies de progrès également et on va dire, mobilise toute notre attention ces derniers temps, c'est l'accompagnement des agriculteurs, par rapport à la prise de risque et par rapport à la diminution des traitements insecticides. On a besoin de travailler au développement et au déploiement d'outils d'accompagnement pour pouvoir se donner des rendez-vous réguliers avec les agriculteurs, mesurer des paramètres et voir comment ces paramètres ils évoluent au fil du temps. Et c'est notamment des outils de type tableau de bord dont certains ont peut-être entendu parler. C'est des outils qui sont développés sur le colza, par exemple, au niveau robustesse, avec des rendez-vous dans les parcelles pour regarder la taille de pivot, la qualité d'implantation, etc. On est en train de développer des outils de ce type-là pour essayer de voir
euh, si les régulations biologiques se passent bien et qu'est-ce qui peut manquer pour qu'elles se passent encore mieux. Et l'idée, c'est bien d'accompagner les agriculteurs pour qu'ils progressent vers la cible de conception qui a été énoncée au début et qu'on puisse corriger le tir pas à pas, puisque c'est vraiment une progression pas à pas avec eux et qu'on puisse corriger le tir un peu en cours de route. Donc voilà pour cette partie-là. Donc ce que je voulais que vous reteniez pendant ce court exposé, c'est le caractère territorial, hein, du projet, qui est un projet de gestion agroécologique et on déploie des leviers qu'on appelle agroécologiques dans ce projet-là. Relatif aux ravageurs des cultures, certains projets, eux, vont travailler plutôt sur la qualité de l'eau, mais c'est un petit peu, par exemple, le même principe, hein, de travailler avec un collectif sur un territoire pour avoir plus de prise sur l'environnement. Un projet centré sur l'accompagnement d'un collectif avec une progression pas à pas vers une cible de conception. Une stratégie qu'on appelle de gestion adaptative, hein, c'est ce que je viens de dire, de gérer et s'adapter pas à pas pour atteindre la cible. La cible étant d'avoir un territoire sans insecticides avec du colza et des systèmes économiquement performants. Les 3 piliers aussi du projet avec des techniques qui sont de l'ordre de l'agronomie, du travail sur les régulations biologiques et puis du travail aussi, vous l'avez vu, sur des techniques push and pull, donc des techniques un peu innovantes et exploratoires qu'on déploie sur ce projet-là. Et aussi, voilà, ce webinaire était un peu l'occasion de faire un peu un bilan. Alors je dis pas à mi-parcours parce on a commencé ça fait 2 ans uniquement qu'on travaille avec ce collectif-là, mais vous l'avez vu, déjà des changements dans les pratiques, dans les processus décisionnels des agriculteurs qui se sont traduits, voilà, par des pratiques concrètes qui ont bougé, à l'échelle du territoire. Une appropriation assez importante de leviers alternatifs à la chimie. Une baisse de l'IFT en colza, donc qui est un premier succès que je voulais signaler. Et puis, vous l'avez vu, un changement d'échelle aussi qui a été réussi avec la mise en œuvre d'actions territoriales, le push and pull, et puis tout ce qui est infrastructure écologique. Et puis voilà l'importance d'outiller l'accompagnement et le déploiement de nouveaux outils pour accompagner ce collectif et progresser vers la cible. Voilà, au niveau du temps, je ne sais pas où on en est, mais C'est parfait. Merci c'est beaucoup parfait. Bon, mais très Nicolas. bien, je vous remercie C'était pour votre très clair. attention. Ouais, très clair, très intéressant et il y a beaucoup de questions. Donc on va commencer par la première. Alors déjà une petite précision, quand on parle de surface fertilisée au semis, est-ce que ça signifie fertilisation qui contient de l'azote? Oui. De Donc ça Sabrina peut être de Bourrel. l'engrais en localisé avec de l'azote notamment, effectivement. D'accord. Et alors une 2e question de Camille Guiziou. Quelles espèces de crucifères sont semées dans les couverts pour piéger les altises? Alors on a fait des tests avec le radis chinois et la navette. Mon collègue qui est au développement, en fait, recommande plutôt le radis chinois, par rapport à des problèmes de destruction. C'est plus facile à le détruire. Ils ont eu des Mmh. problèmes de destruction de la navette et aujourd'hui, voilà, ils recommandent plutôt, le travail avec le radis chinois qui peut être mis seul ou bien en mélange. Mmh. Donc ils recommandent de mémoire, de l'ordre de 15 pieds mètres carrés de radis. Parfait. Merci. Une autre question de Cécile Daniel. Les bandes fleuries ont-elles un effet plus global et donc aussi sur les pucerons? Alors sur les auxiliaires de pucerons ou sur les pucerons en tant que tels? Sur les auxiliaires, j'imagine? Donc Alors ouais, c j'imagine que c'est ça. Donc en fait, l'idée de ces bandes, oui, c'est c'est ça. vraiment en Oui, fait, oui. on se rend compte que dans les environnements agricoles souvent, très open field, il manque, des habitats, il manque des ressources fleuries. Alors c'est valable aussi pour les abeilles, on en parle beaucoup pour les abeilles, domestiques, pour les abeilles sauvages et en fait tous les, on va dire les prédateurs volants, cire, chrysopes, parasitoïdes, donc diptères, hyménoptères parasitoïdes ont Mmh. besoin de nectar et de pollen pour s'alimenter et pour pouvoir, s'implanter durablement dans le milieu, pour pouvoir circuler également et donc effectivement, il y a un il y a un plus, pour, on va dire, le nourrissement de ces insectes-là, y compris des prédateurs de pucerons, coccinelles et autres. Après, toute la difficulté, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est développer un réseau d'infrastructures pérennes pour pouvoir les fixer dans le paysage. Toute la difficulté, après, c'est la migration
de ces insectes utiles des zones où ils vont se trouver leur refuge et leur nourriture dans les parcelles. Parce que l'idée, c'est bien de pouvoir les amener à rentrer dans les parcelles et c'est ce qui amène d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu parler dans certains autres webinaires ou dans certaines discussions de ce type-là, c'est pour ça que certains préconisent de réduire la taille des parcelles agricoles, c'est pour permettre la pénétration de ces auxiliaires à l'intérieur. Parce que quand on a des grandes parcelles, c'est plus difficile pour eux de rentrer dans ces zones-là, sauf si, par exemple, il y a des espèces fleuries à l'intérieur ou également, bah, c'est les colonies de pucerons, par exemple, qui vont permettre aux auxiliaires enfin, qui vont les attirer à l'intérieur. Mais quand on a des très grandes parcelles, c'est plus difficile pour eux de rentrer. D'accord, parfait, merci. Une autre question, du coup d'Emmanuel, Gisèle. Attendez, sur attendez, il faut voilà, ce métaux fertilisés au semis, comment avez-vous fait cette année, en 2022, avec une fin d'été très sèche? Et comment les agriculteurs de Bourgogne ont-ils géré? Alors c'est voilà, c'est, toute la question de l'opportunité de semer avant les pluies. Donc là, ça a été, nous, on a eu de la chance d'avoir, suffisamment de pluie. Enfin, ça a été un épisode un peu saccadé, mais on a eu, Mmh. une relativement bonne implantation, malgré tout, ils s'en sont pas mal sortis en semant, début août, quoi. Parce qu'ils ont pu bénéficier de quelques fenêtres de pluie suffisamment en tout cas pour faire lever et pour avoir une implantation assez correcte. Mais malgré tout, c'est vrai que selon les secteurs, on peut avoir une variabilité et des fois, Des manquer d'eau à conditions plus certains difficiles. voilà, Ouais. ça varie quand même pas Mmh. mal et à quelques kilomètres près, hein, donc nous, cette année, ça a été plutôt pas mal. Et une autre question, qu'en est-il des larves d'altise et des applications faites sur ces larves? Est-ce que vous pouvez préciser la question? Enfin de la des Monsieur Renard, est-ce que vous souhaitez préciser la question? Bon, on va passer à une autre question alors en attendant, que monsieur Renard puisse la préciser? Ouais, je suis en ligne là. Ah voilà. En fait, on voit moi je suis en Normandie, on voit une décorrélation entre la gestion des adultes et la gestion des larves et donc qu'en est-il, de la gestion des larves dans ces parcelles? Alors, nous, en fait, on pilote tout ça, via Berlaises. Il y a aussi des dissections qui sont faites. Donc, effectivement, il y a un contrôle des larves. D'ailleurs, il y a eu un contrôle aussi qui a été fait, dans les intercultures pièges. Et en fait, nous, on s'est aperçu que, donc en déployant ces intercultures pièges-là, on augmentait en fait les surfaces attractives, donc de 250 voire 300 hectares, de cultures attractives pour les altises. Donc on a eu des pressions, d'adultes, qui étaient relativement plus fortes dans les intercultures, des pressions larvaires qui étaient, finalement, heu, pas si élevées que ça dans les parcelles de colza. Donc là, j'ai pas les résultats sous les yeux, mais pas si, élevées que ça, en tout cas, sur les parcelles qu'on avait en suivi, cette année. Mais néanmoins, voilà, une pression d'adultes, assez forte, quoi. Parfait, merci. Une autre question d'Alexandre Benoît. Le risque pris par les agriculteurs, c'est-à-dire zéro insecticide en 2022, est-ce qu'il est couvert économiquement dans le cadre du projet? Par exemple, par une enveloppe de compensation, si des dégâts sont observés, par exemple. Alors Ou est-ce que vous vous basez uniquement sur l'engagement volontaire des agriculteurs? alors c'est une question qui est très intéressante. Cette, version-là du projet, Mmh, parce qu'il y a une version antérieure, c'est une version qui est basée vraiment sur, un engagement des agriculteurs, dans le projet sans indemnité de prise de risque. Mais il faut que vous entendiez que, en fait, on n'est pas à zéro insecticide. En fait, on est dans une réduction progressive au fur et à mesure qu'on déploie tous les leviers que je vous ai énumérés. Donc on applique encore des insecticides sur le colza, même si vous voyez, il y a une réduction forte de l'IFT de 75 entre 2019 et 2021. On n'est pas à zéro. Et du coup, comme il y a encore la possibilité de traiter et qu'il y a un appui, un conseil technique assez pointu qui est fait par Michael Joun, là, mon collègue, sur la région, en fait, on n'a pas de compensation financière pour de la prise de risque. Par contre, on a un accompagnement assez, marqué pour accompagner cette transition, mais on se laisse la possibilité de traiter en dernier recours si nécessaire. Et c'est aussi pour ces raisons-là qu'on développe aussi une zone zéro insecticide, c'est pouvoir
se donner en fait la chance de tester ce qui se passe si on ne traite pas. Mais sur les parcelles, s'il y a de fortes infestations, si voilà, on se laisse la possibilité de traiter. Donc pas d'indemnité. Parfait. Je reprends le fil des questions. Vous avez alors Nicolas, vous avez peut-être répondu en partie. Des mesures Berlès de réduction du nombre de larves d'altise, question de François Janson. C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a des mesures Oui, Berlès de oui. réduction? Oui, oui, c'est ça. Mais parce que Ouais, ouais, il y a des mesures vous aviez Berlès sur les répondu tout à l'heure intercultures, sur déjà. les colzas. Ouais, 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 il y a des mesures de fait, ouais, bien sûr. d'accord. Ensuite, Aurélien Mille qui demande quel type de destruction permettent de détruire les ravageurs. Aurélien, est-ce que peut-être Quel mode vous de souhaitez destruction dans les intercultures ou... Oui, je suis je sais pas si oui, vous m'entendez. Ouais. oui, on vous C'est- entend tout à fait. Est-ce que c'est mécanique? Est-ce que c'est chimique? Mécanique? C'est D'accord. mécanique, ouais. Mécanique. Merci. OK. Et C'est enfin, l'ouvrage. Et donc là, l'intérêt, là, on ouais, est en train de tester. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, les interrogations qu'on avait par rapport à ça, c'est est-ce que le couvert, on voit que ça piège des adultes, on voit que les larves, enfin, on voit qu'il y a des larves dans les plantes, dans les radis, et de manière assez importante. C'est est-ce qu'on crée vraiment une impasse pour le cycle de l'altise ou est-ce que derrière, on va avoir des adultes qui vont émerger et qu'ils arrivent à finir quand même leur cycle? Et donc là, on a des mesures avec des cages à émergence pour essayer de voir ce qui se passe au printemps. Est-ce qu'il y a des adultes d'altise qui émergent? Et en fait, là, ce qui est positif, c'est que pour l'instant, on a très peu d'adultes qui ont émergé au printemps dernier et c'est très encourageant parce qu'on pense que ça remplit vraiment ses fonctions, quoi. Donc c'est une technique qui prend vraiment de mmh, l'ampleur sur le secteur, qui est assez chère à mon collègue là, Mickaël, qui essaye de développer ça et d'accompagner un peu ce déploiement. Et on pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qu'en plus, on essaye de travailler avec les agriculteurs pour la mettre en place et calculer un peu, enfin regarder où on va les mettre en place par rapport au colza de l'année N et de l'année N+1. Donc pour faire en sorte que, ben, on essaye d'en piéger un maximum et on pense que, on arrive à détruire la grande majorité des bestioles puisque, au niveau de l'émergence derrière des adultes, c'est très, très faible et en tout cas, on est à quelques bestioles par mètre carré, c'est vraiment très peu. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous au RTTI en fin d'année là pour avoir, le détail. Mickaël présentera les détails de ces essais-là. mmh. Mais, voilà, c'est un peu du teasing, mais c'est très, très prometteur et on pense que c'est une voie très importante à creuser. Et enfin, une dernière question de Norman Orluc. Avez-vous identifié d'éventuelles causes de l'attractivité de ces couverts métabolites? Par exemple des métabolites? Alors moi, je ne l'ai pas creusé, qu'est-ce qui attire? Est-ce que c'est justement ces métabolites secondaires, ces odeurs, qui sont, je pense que il y a un peu de ça, hein, c'est beaucoup de l'attraction chimique, mais, je l'ai pas, je vous avoue à ne pas être spécialiste de ça. J'imagine que c'est un peu pareil que sur les crucifères, c'est des composés volatiles qui doivent, renseigner, l'espèce hôte, bah, voilà, que c'est une plante qui est intéressante. Mais je peux pas, voilà, rentrer dans les détails plus que ça sur le type de molécule, OK. qui pourrait Et être attractive, mais j'imagine que c'est beaucoup chimique, quoi. alors de nouveau au niveau des destructions, une nouvelle précision, est-ce que c'est des destructions au broyeur ou au déchômage? Broyeur. Au broyeur, OK. Et enfin, des publications, des guides sont-elles prévues à la fin du projet en 2024 pour permettre une massification des pratiques auprès d'autres agriculteurs? Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, donc on a là, déjà, on est en train à Terra Novia de faire une refonte un peu de toute Mmh. notre plateforme numérique. On a un espace transverse qui va être créé avec, notamment tout ce qui est, bah, ce genre de levier un peu transversal où on va intégrer, injecter un peu du contenu qu'on obtient sur R2D2. On va le mettre en page, pour pouvoir donner accès à tout ça et je vous donne aussi, rendez-vous, alors je crois que tu as dû le mettre Stéphanie Oui, en lien. On a une page Facebook du ouais, projet tout à fait. R2D2, Là, je agronomie auxiliaire, R2D2 agronomie ouais, là, auxiliaire. je vous l'ai juste remis là, je l'avais mis au début, mais Vous pouvez du suivre un coup peu tout ce qui se passe et on ouais. a, Mickaël qui met souvent des résultats ou voilà des éléments très techniques que vous pouvez Mmh. suivre, un peu en continu, et il y a des vidéos aussi qui sont mises en œuvre sur la chaîne YouTube de Terra Innovia.
Mmh. Vous pouvez voir un peu ce qu'on fait et il y a Ouais, il faut pas des hésiter à mutuelles, voilà, s'abonner qui, sur la chaîne et à s'abonner à la page Facebook de c'est R2D2 ça. comme ça Voilà, pour pour suivre avoir, un peu l'actualité, puis il y a des éléments ouais. techniques intéressants. Ouais, toutes les actualités de R2D2. Bah, parfait, ben, merci beaucoup Nicolas, merci à tous. Bah, c'est un webinaire qui a vraiment intéressé et ça fait plaisir. Ouais, merci. Bah, on vous donne rendez-vous pour le prochain jeudi TI, donc la semaine prochaine, pour découvrir le projet Optiplasme cette fois. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas également à le liker, à le partager. Et bah, je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir à tous et à très bientôt. Merci beaucoup Nicolas. Au Merci, au revoir. revoir. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée, au revoir.